Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la saison de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine au Parlement. Et vous connaissez la formule, nous vous proposons un débat entre un sénateur et un député. Cette semaine, une sénatrice. Bonjour. Agnès Evren, vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris et porte-parole des LR. Et vous allez débattre avec Arthur Delaporte. Bonjour, député socialiste du Calvados et porte-parole, vous aussi, du PS. Et vous réagirez tous les deux à l'annonce de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui a décidé de ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution qui permet, on le rappelle, au gouvernement de passer en force sur un texte au Parlement. Et puis cette semaine, l'Assemblée nationale a repris ses travaux pour élire son bureau. Le Rassemblement national fait son retour dans les instances dirigeantes avec 2 postes de vice-président. Et enfin, vous débattrez de la politique pénale de notre pays alors qu'un rapport du Sénat préconise de très courtes peines de prison chez les primo-délinquants. Mais d'abord, cette annonce surprise de Sébastien Lecornu qui s'est exprimé ce vendredi avant ses dernières consultations avec l'opposition. J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Arthur Delaporte, plus de passage en force du gouvernement, c'est une révolution. En tout cas, c'est ce que nous demandions et c'est un pas en avant vers un meilleur dialogue parlementaire. Mais ça ne peut pas être l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, c'est pas ça. Ça peut éloigner les menaces de censure. Ça peut éloigner pour Sébastien Lecornu, en effet, les menaces de censure, si c'est une renonciation unilatérale. Mais le problème, c'est que c'est pas ça qui va mettre du beurre dans les épinards. Et moi, je le dis aujourd'hui, le problème, c'est que Sébastien Lecornu, il a dit OK pour le 49.3, on y renonce, mais il a dit non à tout le reste. Et moi, ça me gêne beaucoup. On parlera de tout le reste dans la suite, mais quand même, chez les communistes, on entend Fabien Roussel qui dit on ne va pas censurer d'emblée un gouvernement qui renonce au 49.3. Vous êtes d'accord ? À l'heure où je vous parle, le Parti socialiste n'a pas encore pris sa décision. Nous nous réunirons et nous déciderons ce que nous ferons, si nous censurons ou non. On avait dit que les 2 options étaient sur la table. Agnès Evren, renoncer au 49.3, c'est aussi affaiblir le gouvernement. Ben écoutez, c'est tout simple, c'est qu'en fait, il a tout simplement confirmé le fait que désormais le centre de gravité s'était déplacé vers le Parlement et que donc les députés, les sénateurs devront prendre leurs responsabilités parce que la France a besoin d'un gouvernement, la France a besoin d'un budget et la France a besoin surtout d'assainir ses finances publiques. Même sans 49.3 du coup. Écoutez, l'objectif, encore une fois, c'est de trouver des compromis. On a une assemblée, il est vrai, totalement éclatée, totalement fragmentée. Donc, moi, je le dis en toute lucidité, ça va être très compliqué. Parce qu'on l'a vu la dernière fois lors du budget proposé par Michel Barnier, en fait, c'était la foire aux impôts. Et il n'était pas question pour la droite d'accepter 60 milliards d'augmentation de fiscalité votée et par la France Insoumise et par le Rassemblement national. Donc, il n'est pas question pour nous de se brader. Mais j'entends en effet le message du Premier ministre qui redonne la main aux parlementaires. Et donc nous, en tant que sénateurs, comptez bien sur nous avec Jean-François Husson pour faire passer nos messages. Le rapporteur général du budget au Sénat. Oui, absolument. Sur nos priorités, je peux vous en dire plus évidemment sur le contenu de la feuille de route que nous mettons sur la table. Arthur Delaporte, est-ce que ça vous paraît possible de faire adopter un budget à l'Assemblée nationale sans 49.3 et de mettre tout le monde d'accord, une majorité sur un budget ? C'est compliqué, je le dis, c'est compliqué, et parce que derrière, il y a aussi beaucoup d'autres outils de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Il y a déjà des freins pour les parlementaires à faire de nouvelles dépenses, c'est ce qu'on appelle l'article 40. Donc on ne peut pas créer de nouvelles charges. Ce qui fait que c'est la copie initiale du gouvernement qui est discutée, mais si la copie est moins disante, eh ben, les députés ne peuvent pas être vraiment mieux disants. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point sur le budget de la sécurité sociale qu'on appelle l'article 45. L'article 45, c'est le fait de ne pas pouvoir faire des choses qui sont déliées du sujet. Si le gouvernement, par exemple, sur le budget de la sécurité sociale, le seul moyen de faire évoluer, par exemple, la réforme des retraites, décide de ne pas parler des retraites, alors nous ne pourrons pas abroger, via le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la réforme des retraites. Voilà, c'est 2 petits exemples qui permettent de dire que le 49.3, oui, mais ça n'est pas tout, et ça n'est pas ça qui permettra un débat total. Et je rajouterai même une dernière chose, en disant que la commission mixte paritaire, qui est l'instance finale où on finit de concocter ce budget, est 7 députés, 7 sénateurs. Des LR et des macronistes. Mais justement, vous êtes porte-parole tous les deux, on a un débat droite-gauche. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux à discuter concrètement, à faire des concessions, des compromis pour avoir un budget ? Agnès Evren, quelles concessions vous proposez sur le budget aux socialistes ? Écoutez,
faut dire la vérité aux Français. C'est très très difficile en fait d'aller dans des alliances qui sont contre nature et qui vont à l'inverse de l'intérêt supérieur du pays. Je dis tout simplement une chose, ça fait 50 ans que la France vit au-dessus de ses moyens. Ça fait 50 ans que la gauche nous sort la baguette magique des impôts dès qu'il y a un problème. Est-ce que ça a réduit pour autant les déficits et la dette? Non. Donc vous voyez, dans ces conditions, nous, on ne peut pas accepter par exemple, comme l'a proposé la gauche, 27 milliards d'impôts supplémentaires sans réduction de dépenses publiques sur les entreprises et sur les patrimoines. On ne peut pas non plus accepter d'abroger ou en tout cas de suspendre la réforme des retraites qui est la seule réforme structurelle qui permet aujourd'hui de baisser le poids de nos dépenses publiques. Vous voyez, il suffit tout simplement de dire aux Français, aujourd'hui, la France n'a pas de problème de fiscalité, elle a un problème d'addiction à la dépense publique. C'est l'intérêt tout simplement des Français que d'entendre ce message. Arthur Delaporte. J'allais vous dire qu'on était prêt à discuter, mais là, quand j'entends Agnès Séverin, vous voyez bien qu'elle ferme la porte à tout. Et donc, si on a un budget ferme la porte dont à le point de départ, l'augmentation des impôts, ça c'est certain. De recettes, alors là, ne comptez pas sur moi. De recettes nouvelles, notamment sur les plus riches qui ont été épargnés par les politiques macronistes. Si vous dites pas de Michel Barnier dépenses avait nouvelles, proposé attendez, Arthur Delaporte. Sur les hauts revenus. Alors qu'il y en aura mécaniquement, par exemple, des dépenses nouvelles, puisque les dépenses de santé sont dynamiques, comme on dit, et donc elles augmentent chaque année, même si on cherche à les contenir. Nous avons proposé, nous, dans notre plan budgétaire, contrairement à ce que vous dites, des pistes d'économie. Il y en a. Lesquelles ? Mais on avait proposé sur la réforme de l'État, sur la réorganisation, par exemple, sur le médicament aussi. Je peux vous dire, on avait 2 milliards d'euros d'économie sur le médicament. Donc, non, mais on pourrait refaire le débat budgétaire. C'est juste que je vous dis que vous ne pouvez pas caricaturer à ce point. Mais c'est sûr qu'il faut évidemment des impôts nouveaux. Il faut évidemment des impôts nouveaux parce que demain, sinon, qui va payer ? Ce sont les catégories populaires par des coupes dans les services publics et ce sont eux qui le paieront sur leur vie avec la réforme des retraites. C'est compliqué parce qu'en fait, on demande sans arrêt des efforts aux Français. Mais il y en a un qui ne fait jamais d'efforts, c'est l'État. L'État doit réduire ses dépenses de fonctionnement. Et nous, vous le savez, au Sénat, nous avons lancé une commission d'enquête, notamment sur des agences et opérateurs de l'État qui sont en roue libre totale et qui coûte en fait 80 milliards d'euros. On pourrait en fusionner, en supprimer, voilà. Je voudrais vous entendre sur un point intéressant qu'a évoqué Sébastien Lecornu. Il a dit qu'il n'y aura pas de taxe Zuckman, mais il a posé quand même la question de la justice fiscale en évoquant les 0,1% les plus riches de notre pays. Est-ce que les LR sont prêts à demander un effort à ces 0,1% les plus riches ? Mais bien sûr, en partant du principe qu'il faut arrêter de stigmatiser les plus riches. Les plus riches créent de la richesse, ils créent de la valeur ajoutée, ils créent de l'emploi. Maintenant, oui, il y a un souci de justice fiscale et sociale en France. Oui, nous proposons éventuellement de mettre fin, par exemple, à la suroptimisation fiscale, parce qu'il y a des trous dans la raquette, bien évidemment, mais sans pour autant obérer la compétitivité. Malheureusement, ce qui était proposé par la gauche jusqu'à maintenant, la taxe Zuckman, était une pure folie, parce qu'en fait, on détruit la richesse avant même qu'elle soit vous parlez au passé. Tout simplement. Là aussi, c'est démagogique de se dire on va toucher à 1800 foyers et ça va tout de suite baisser les déficits et la dette. Non, ça n'a pas de sens. Il peut y avoir quand même un compromis sur cet effort fiscal demandé aux très riches. Moi, quand j'entends Agnès Séverin, je me dis qu'elle ferme la porte à tout. Mais non, et quand j'entends François Bayrou, mais non, vous venez me dire il y aura pas. Soyez honnête. Vous savez, Michel Barnier est celui. Si vous voulez, je vous ai écouté. Allez-y, Arthur Delaporte. Non, vous avez dit il n'y aura pas d'impôt nouveau. Si on impose les plus riches, c'est un impôt nouveau. Ça, c'est mécanique. Vous parlez des 1800 fortunes qui se sont enrichies chaque année de 10% depuis 8 ans. 10% d'enrichissement chaque année. Et vous allez me dire qu'ils ne peuvent pas contribuer aujourd'hui à l'effort collectif. Et je vous dis autre chose. C'est 2% que nous proposons sur la richesse des plus riches. C'est un impôt plancher. Ça veut dire que ça se substitue s'ils ont des stratégies d'optimisation fiscale. Mais s'ils payent déjà 2% de leur patrimoine en impôts, ils n'auront pas à payer 2 fois. Donc il faut arrêter aussi ces mensonges-là. Aujourd'hui, les riches qui payent leurs impôts, qui ne cherchent pas à optimiser, à chercher à contourner le fisc, eh bien oui, ils ne seront pas plus imposés. Par contre, les ultra-riches... Vous êtes un parfait connaisseur de ces sujets économiques et vous savez très bien que pour redistribuer la richesse, il faut d'abord la créer. Ça a très bien marché, le ruissellement d'Emmanuel Macron. Les plus pauvres sont plus pauvres, les plus riches sont plus riches. Faire de la pédagogie à ceux qui nous écoutent. La taxe Zuckman, elle va toucher indifféremment le patrimoine réel du patrimoine virtuel. C'est-à-dire que la valorisation de Mistral, c'est 11 milliards sur les marchés. Mais ça arrêter avec cet exemple-là. Qui entre dans la poche. À chaque fois, les patrons, c'est 37 milliards de taxes. Ils n'ont pas les moyens de la payer. Le groupe Deezer l'a expliqué. Ils avaient des milliards et ils ont bénéficié en fait de la valorisation 17 ans après. Donc vous voyez, c'est un non-sens, c'est une pure arnaque. Je vais vous dire, c'est peut-être une exception l'exemple de Mistral. Nous, on a dit que évidemment que si Mistral avait
pas la capacité de payer cet impôt, Ben voilà. on allait envisager Tout à des fait. mécanismes d'exemption. Donc il faut arrêter de présenter ça. Mais vous voyez, vous... Oui, mais soyez nuancés, là vous l'êtes. Mais je suis nuancé. Voilà, je vous dis que la taxe Zuckman, c'est un principe, c'est un plancher, et il peut y avoir des mécanismes d'exemption ou d'impôts différés ou de prise de participation d'État. Tout peut se discuter. Mais vous dites non à tout. Elle est inapplicable de toute façon, elle est inapplicable qu'à inconstitutionnelle. En tout cas, puisqu'on annonce la fin, Sébastien Lecornu annonce qu'il n'y a plus de 49.3. Donc, est-ce que dans ces conditions, sans cet outil majeur de la Ve République, on peut espérer avoir un budget, donner un budget à la France avant la fin de l'année? Je l'espère sincèrement. Encore une fois, la droite, elle est du côté de la stabilité. Nous, ce que nous souhaitons, c'est 3 priorités. Nous avons donc mis sur la table une feuille de route et nous souhaitons qu'elle soit partagée avec le socle commun. Nous étions entrés, en fait, avec Michel Barnier au gouvernement pour une seule et bonne raison, c'était parce qu'on voulait éviter le chaos à la France. Et on est dans cet esprit de responsabilité. Mais on demande 3 choses. La première des choses, c'est la réduction des dépenses publiques et pas d'augmentation d'impôts. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, le travail doit être plus rémunérateur en France. Et donc, on propose la création d'une allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC pour permettre que les revenus de l'allocation ne soient pas supérieurs aux revenus du travail. Et en fait, sur les questions régaliennes, c'est important pour nous parce qu'il n'y avait rien en fait proposé par Sébastien Lecornu sur l'immigration et la sécurité, le retour à l'autorité. Arthur Delaporte, on entend un socle commun qui est très dur sur le refus de toute augmentation d'impôts, en tout cas du côté de la droite. Est-ce que finalement la gauche ne va pas devoir faire des compromis avec le Rassemblement national sur un budget et sur de la justice fiscale? Alors moi, je ne fais pas de compromis. À la différence de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, je ne négocie rien avec le RN. Je rappelle quand même on va en parler. Que, on va en parler. Donc, mais je le dis quand même, ces gens-là, ceux qui sont à la tête de nos institutions, ont dealé avec le RN des postes. Jamais on ne négociera quoi que ce soit. Par contre, évidemment qu'il faut aller chercher des majorités dans l'Assemblée nationale. Nous, on était prêts, si on était au gouvernement, à dialoguer. Je parle de ceux qui, Yael Braun-Pivet, Gabriel Attal, ont demandé à leurs députés de voter pour le RN et on négocié en échange de cela le vote du RN pour leur candidat, pour évincer la gauche des institutions de l'Assemblée. Maintenant, ceci étant dit, je vous rappelle que Mme Agnès Evren le disait à l'instant, nous ne pouvons pas accepter ces refus de principe des Républicains qui disent pas d'augmentation d'impôts. Parce que sinon, si ce n'est pas d'augmentation d'impôts, ça reste un système fiscal inégalitaire. Et donc, c'est les plus pauvres qui vont payer. Et nous, on a dit, on protège les classes populaires, les classes moyennes, et tout budget qui sera contraire à ce principe, tout budget qui sera la continuation du macronisme par lui-même, sera censuré. Et donc, je le dis à Mme Evren, si elle veut de la stabilité pour le pays, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Alors, en attendant, on va revenir sur l'une des actualités de cette semaine très politique. Les députés ont donc voté. Le Rassemblement national fait son retour au poste clé de l'Assemblée nationale. Le récit d'Elsa Mondingava. Madame Nadège Beaumangoli, Madame Clémence Guettet, Monsieur Christophe Blanchet, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, Monsieur Sébastien Chenu et Madame Hélène Laporte ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je les proclame dans cet ordre vice-président de l'Assemblée nationale. À l'annonce des résultats, les troupes de Marine Le Pen exultent. Après une année d'absence, le Rassemblement national est de retour au bureau de l'Assemblée. Cette confiance, évidemment, qui nous est accordée n'est, je crois, que justice. Je remercie et je trouve normal que les députés des autres groupes trouvent logique qu'on soit représenté à notre juste valeur. C'était la situation inverse qui était une tambouille politique anormale. L'année dernière, le camp présidentiel avait refusé de voter pour des candidats d'extrême droite. Cette fois, les députés du socle commun ont voté pour une liste bloquée de 6 noms, 2 de leur camp, 2 du Rassemblement national et 2 de la France insoumise. Il est important, comme le veut la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, que l'ensemble des familles politiques puissent être représentées dans les instances de l'Assemblée nationale. Et force est de constater, c'est que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc nous réparons simplement tous une incohérence aujourd'hui. La gauche, elle, ne voulait pas que le RN siège au sein de cette instance et dénonce une trahison du Front républicain. C'est un jour triste pour la République française, je crois. Pour la première fois, on a à l'Assemblée nationale le bloc central, la majorité présidentielle, vous appelez comme vous voulez, qui ont passé un deal avec le Rassemblement national et qui ont fait élire, dès le premier tour de scrutin, 2 vice-présidents Rassemblement national. On est à front renversé par rapport au vote des électeurs du mois de juillet dernier. La gauche perd ainsi la majorité au bureau. Agnès Evren, est-ce qu'il y a eu un deal à l'Assemblée nationale entre le socle commun et le Rassemblement national pour se partager les postes, les vice-présidences et les présidences de commission? Et quand bien même,
Et quand bien même, aujourd'hui, je suis désolée, mais le Rassemblement national est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée. C'est 11 millions d'électeurs. Moi, ça ne me choque pas, encore une fois, que l'Assemblée soit représentative, en fait, du nombre de députés, que ce soit proportionnel. Il faut arrêter de penser que le péril fasciste est de retour en France. Il n'y a pas un tiers d'électeurs qui sont fachos en France. Non, mais encore une fois, il faut les respecter. C'est 11 millions d'électeurs. Moi, je ne me place pas du point de vue de la moralité ou des valeurs. On a un groupe de 130 députés à l'Assemblée nationale. Ça représente 11 millions d'électeurs. Je ne vais pas insulter 11 millions d'électeurs, tout simplement. Donc c'est du pragmatisme. Voilà, c'est la démocratie représentative qui porte bien son nom. Arthur Delaporte, ce retour du RN au poste clé, c'est cohérent avec la représentation de l'Assemblée? D'une part, dénoncer le volte-face de la Macronie. Parce que l'an dernier, je vous rappelle que les mêmes, comme Prisca Thévenot, qui nous expliquent aujourd'hui que la démocratie, c'est bien d'avoir tout le monde, ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont banni le RN pour un principe simple. Ils ont été élus grâce au Front républicain. Les électeurs sont venus et ont dit « nous ne voulons pas donner une majorité au Rassemblement national. Et nous ne voulons pas accepter... » Oui, mais ni à la gauche non plus. Dans mon département, il y avait un candidat insoumis contre Elisabeth Borne. Il s'est désisté. Ouais. Il s'est désisté parce qu'il a considéré qu'Elisabeth Borne, qui avait fait la réforme des retraites, était moins dangereuse que le Rassemblement national. Pourquoi? Parce qu'on considère que le Rassemblement national ne respecte pas, oui, les valeurs républicaines. Alors peut-être que les valeurs, ça ne veut plus dire grand-chose pour les républicains, pour ceux qui se prétendent. Il y a 11 millions d'électeurs donc qui n'ont pas de valeurs républicaines. Je parle du Rassemblement national, je ne parle pas des électeurs. En fait, à la différence de vous, je ne confonds pas les électeurs et les élus. On peut avoir des élus corrompus et des électeurs vertueux. Et oui, ça arrive même chez les Républicains. Donc, vous voyez bien le problème. On peut avoir des électeurs qui votent parce qu'ils sont en colère pour le Rassemblement national. Mais les élus du Rassemblement national, les députés qui tenaient des librairies néo-nazis, il y en a au Rassemblement national. Ils sont tolérés, ils se représentent élection après élection. Est-ce que je l'accepte? Non. Donc, voilà, moi, ma position. C'est de dire que le Rassemblement national n'est pas digne de nous représenter. Hier, les macronistes ont voté dans ma commission pour un député qui avait dit que la Shoah c'était l'IVG, ou l'IVG était une Shoah. Vous voyez? Et ça, moi, ça m'indigne. Ils l'ont fait, ils ont voté pour lui, ils l'ont élu vice-président, les macronistes, de la Commission des affaires économiques. Est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous auriez voté pour quelqu'un qui dit l'IVG, c'est comme la Shoah? Non, mais je suis entièrement d'accord, évidemment. Alors, on a vu que le Rassemblement national, au moment d'ailleurs de 2024, n'était absolument pas prêt, qu'il y avait des brebis galeuses et Jordan Bardella. Ils sont là au Parlement. L'a redit. Il y en avait une d'ailleurs qui avait dit, vous voyez, je ne suis pas raciste puisque mon ophtalmo est juif. Moi, ça m'avait totalement choquée. Mais après, encore une fois, je le redis, ils ont été élus. Il y a 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Je ne suis pas Rassemblement national, mais je trouve tout simplement que, encore une fois, c'est la représentativité de toutes les forces politiques à l'Assemblée. Non, mais juste la représentativité. Mais LFI, vous savez, LFI est le premier danger pour la France, à mon avis. Et pourtant, ils ont eu aussi deux vice-présidents. Donc c'est aussi simple que ça. On parle de représentativité, mais la représentativité, c'est valable pour LFI aussi. Hein. Tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde a le droit d'amender. LFI aussi. Comme le Rassemblement national. En revanche, je vous dis qu'il y a eu un Front républicain qui allait de la France insoumise jusqu'au LR. Il y a des LFI qui se sont retirés pour faire élire des LR. Vous auriez moins de députés. Nous, ce n'est pas nous qui avons mis en place le Rassemblement, moi, je vous le dis, le Front républicain. Cette défense, ce principe du Front républicain qui était aussi celui des macronistes, a aujourd'hui été sabordé et oublié par ceux-là même qui sont au pouvoir et qui nous doivent d'être au pouvoir parce que nous sommes en partie retirés. C'est une trahison profonde, non seulement du pacte de l'élection de 2024, mais aussi des valeurs morales qui constituent le socle républicain depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je le dis, il y a eu un mécanisme de cordon sanitaire. Il est valable en Belgique, il est valable en Allemagne, il est valable au Parlement européen. Et aujourd'hui en France, nous l'oublions. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin du RN pour gouverner, parce que vous avez eu besoin du RN pour gagner des commissions. Mais vous savez, Fatia Kelouachi, qui était présidente de la Commission des affaires culturelles, qui a fait un super travail, a été battue par LR, parce que le RN a voté massivement pour LR, parce que ce deal-là vous a permis d'évincer la gauche des commissions. Aujourd'hui, mais pas la du gauche tout. Attendez, vous savez, nous, on n'est pas dans la majorité présidentielle. Parce que LR et RN ont voté main dans la main avec les macronistes pour toutes les commissions. Vous parlez de représentativité, vous nous avez bénéficié de cet accord pour nous évincer. Alors, vous avez cette idée du Front républicain contre le le Rassemblement national, finalement, au sein du socle commun, cette idée est morte? En tout cas, elle n'a jamais été appliquée par les Républicains.
c'est plutôt la majorité présidentielle qui l'a appliquée. Moi, je pense que oui, elle est morte par définition parce que de toute façon, on n'a pas d'instruction à donner aux électeurs. Le peuple est souverain, tout simplement. Mais ce que je voudrais dire quand même à Arthur Delaporte, j'entends ce qu'il dit, mais il faut quand même aussi reconnaître qu'aujourd'hui, la gauche est minoritaire. Je veux dire, vous vous y êtes mis à 4 pour faire une coalition et cette coalition n'est pas arrivée en tête non plus. C'est ce que je dis. On est dans une tripartition qui bloque tout aujourd'hui à l'Assemblée. On va passer au dernier thème de débat de cette émission. On va parler de la politique pénale de notre pays, puisqu'une mission d'information du Sénat a remis cette semaine son rapport sur l'exécution des peines. Un rapport qui arrive en plein débat sur l'exécution immédiate de la peine de 5 ans de prison de Nicolas Sarkozy. Flora Sauvage. Adopté à l'unanimité par la commission des lois du Sénat, le rapport sur l'exécution des peines préconise le recours à des condamnations courtes tout en plaçant leur réinsertion au cœur du dispositif. Alors que 68% des Français estiment que la justice est laxiste, la surpopulation carcérale atteint des sommets. Les sénateurs proposent donc de mettre en place des peines de moins d'1 mois. Elles cibleraient les primo-délinquants majeurs ou mineurs pour faire baisser le taux de récidive. Un taux qui s'élève à 60%, 5 ans après la sortie de prison. Dès la première infraction, on dit stop, la société ne veut pas de ça. Le fait de tout de suite prévenir des limites que la société donne nous semble pouvoir être un bon signal. Hasard du calendrier, le rapport du Sénat intervient après la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison avec exécution immédiate pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa compagne de 2007. Alors que l'ancien chef d'État y voit un bafouement de l'état de droit, les sénateurs ne trouvent rien à redire. L'exécution immédiate, c'est quelque chose qui est quasiment habituel pour nombre de peines, en particulier les peines de plus de 5 ans. On a une exécution immédiate à 80%, ce qui quand même veut bien dire que c'est le commun des mortels en fait. Parmi les autres pistes, les sénateurs préconisent de créer de véritables alternatives à la prison et de renforcer les moyens dédiés au suivi des détenus. Agnès Evren, il y a eu tout un débat sur l'exécution immédiate de la peine de prison de Nicolas Sarkozy, mais quand on regarde ce rapport sénatorial, en fait, l'exécution immédiate, c'est normal. Absolument, c'est 88% en fait des peines quand il y a une peine de plus de 5 ans. Donc en fait, Nicolas Sarkozy n'est pas un cas isolé. Toutefois, c'est vrai que dans le cas de Nicolas Sarkozy, ça a été un peu surprenant puisqu'il a fait appel, il est présumé innocent et pourtant il va aller dormir en prison. Donc nous, ce qu'on demande chez les Républicains, c'est de mieux encadrer en fait l'exécution des peines quand il s'agit de personnalités, de personnes qui sont un danger pour la République, qui ont ou tué leur femme ou dans des cas extrêmement graves. Et j'ose espérer que ce sera entendu. Après, le rapport ne parlait pas du cas, évidemment, de Nicolas Sarkozy. On parlait, en fait, des peines alternatives qui sont aujourd'hui très peu suivies par manque de personnel pénitentiaire et qu'il y a aujourd'hui un échec cinglant, en fait, hélas, de l'exécution des peines liée tout simplement à la surpopulation carcérale. Arthur Delaporte, l'exécution provisoire ne pose pas de problème, on le voit avec ce rapport sénatorial. Et pourtant, quand on l'applique aux politiques, là, ça fait débat. Mais vous voyez ce paradoxe d'une droite qui s'est indignée pendant 10 jours d'une exécution provisoire et qui, dès lors qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est massif et qui touche la petite délinquance, là, ça ne pose pas de problème. Même quand des personnes... 80% des charges avaient été abandonnées. Attendez, même quand... Non, mais on ne va pas revenir sur le procès Sarkozy, parce que je vous invite à le lire d'ailleurs, et j'invite tous les citoyens à aller lire la décision. Le jugement le jugement, il est accablant pour Nicolas Sarkozy. Donc il a mis en place un pacte corruptif, il a contribué à le mettre en place, il a été condamné, et la loi est dure, mais c'est la loi. Quand vous avez des personnes qui sont présumées innocentes, par exemple, vous êtes accusé de meurtre, vous êtes quand même présumé innocent, même si vous faites appel. Et pourtant, vous pouvez dormir derrière les barreaux. Donc en fait, à un moment, je veux dire, la loi, elle doit être la même pour tous, pour Nicolas Sarkozy, comme pour les autres. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il va aller en prison, il va demander un aménagement de peine, et il est très probable, vu qu'il remplit un certain nombre de conditions de représentation, qu'il obtienne un aménagement de peine. Donc il faut arrêter de faire pleurer dans les chaumières sur le cas de Nicolas Sarkozy ou sur le cas de Marine Le Pen, parce que imaginez qu'elle puisse se présenter alors qu'elle a été condamnée de façon temporaire à une élection présidentielle, et qu'elle le soit alors qu'elle est devenue, mettons, je ne le souhaite pas et je crois que ça n'arrivera pas, mais malgré tout président de la République, on sera bien embêté là.
Donc les Républicains sont favorables à un changement de la loi sur l'exécution immédiate des peines ? Oui, qu'elle soit mieux encadrée pour permettre tout simplement de s'ajuster en fait au délit qui a été commis. C'est vrai qu'on a été un peu étonné du quantum de la peine. 5 ans ferme alors que 80% des charges ont été abandonnées, c'est assez... Il reste encore des charges gravissimes. Je suis désolé, mais enfin voilà, président de la République, je le dis, même si c'est pas le sujet du rapport, on doit être exemplaire quand on est candidat à un mandat public. 20% de condamnation sur de l'argent libyen qui arrive dans des valises, qui se retrouvent sur les comptes des proches du président de la République. Mais moi, vous voyez, moi, ça me choque, et je crois que je ne suis pas le seul à être choqué par ce type. Et une dernière question sur l'une des mesures de ce rapport. Des très courtes peines de prison, 15 jours, pour créer un choc, une prise de conscience chez les primo-délinquants. C'est indispensable pour créer en effet un électrochoc en fait, sur des jeunes, par exemple, qui ont commis une faute. En général, ils sont jugés 1 an après, ils sont parfois réinsérés. Et là, ce serait immédiat et ça permet de lutter contre la récidive aussi. Pour ou contre les courtes peines ? Alors, moi, je n'ai pas lu ce rapport. Ce que disent les spécialistes, c'est qu'on a plutôt tendance à favoriser les mesures de réinsertion, que c'est beaucoup plus efficace, que la prison, et notamment les premiers jours en prison, peuvent être déflagrateurs pour un certain nombre de personnes. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Et surtout, le vrai combat, c'est de lutter contre la surpopulation carcérale qui explose. Et le risque des courtes peines, c'est de faire encore exploser la surpopulation. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat animé. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.